Vous êtes sur Gabon Première, votre journal, dont voici les titres. Ouverture à Libreville d'un atelier sur la réglementation de l'exploitation des airpass. Objectif, renforcer les capacités des personnels du système de l'aviation civile, notamment sur l'utilisation des drones dans les zones aéroportuaires. Les détails avec Jerry Mbougou Bivigou. Focus ce soir sur l'importance de rédiger un testament avant le grand départ vers l'au-delà. Marlène Bina, sur le terrain, est allée recueillir les avis des Gabonais sur cette pratique aux multiples facettes. Enfin, en religion, point sur le torchon qui vient de brûler à l'église universelle du Royaume de Dieu. Conflit d'intérêts ou autres. Les précisions avec Doris Rose Koulou dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Ramboulabé, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal qui s'ouvre au palais présidentiel du bord de mer avec cette cérémonie de présentation de lettres de créance ce matin. L'événement a été dirigé par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au menu, 5 chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon sont allés présenter officiellement leurs documents, les établissant comme ambassadeurs. Alenzila. La cérémonie de lettres de créance ici à l'esplanade du CTRI du palais présidentiel atteste de la vitalité de la diplomatie gabonaise. Tapis rouge, honneurs militaires et hymnes nationaux pour conduire auprès du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ses chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon au nombre de 5 au total. Le premier à ouvrir le ballet diplomatique, son Excellence Miguel Grisbach de Pereira Franco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil, près la République gabonaise, avec résidence Libreville. Né le 21 janvier 1966 à Rio de Janeiro au Brésil, le plénipotentiaire est détenteur de plusieurs diplômes et a occupé le poste de chargé d'affaires à Bamako et à Kinshasa. Le deuxième a présenté ses lettres de créance et l'ambassadeur Vela Galetti Samuel David Surendra, haut commissaire de la République de l'Inde près la République gabonaise avec résidence Libreville, est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires. Les relations entre le Gabon et l'Inde sont au beau fixe, l'atteste par la présence sur le sol gabonais d'une forte population indienne, car étant partenaire commercial avec notre pays et disposant d'un partenariat multiforme plus approfondi des mines, des infrastructures et du bois. Un autre a présenté ses lettres de créance, son Excellence Paolo Cosita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République gabonaise avec résidence Kinshasa en République démocratique du Congo, est né le 2 janvier 1975 à Campobo en Zambie et détenteur d'une licence en informatique obtenue à l'Université de Greenwich au Royaume-Uni. De 2021 à ce jour, le plénipotentiaire a occupé la fonction de directeur au siège national de Lusaka. L'avant-dernier a présenté ses lettres, son Excellence Alain-Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise, est né en 1966 à Bruxelles. Entré dans la carrière extérieure du service public fédéral Affaires étrangères en novembre 2000, le diplomate belge accrédité au Gabon avec pour résidence Yaoundé a été respectivement de 2000 à 2024 ambassadeur près la République algérienne démocratique et populaire à Alger, en République du Cameroun, en République gabonaise, en République de Guinée équatoriale et en République centrafricaine. Le dernier à clore ce ballet diplomatique est son Excellence Laurent Andefri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République gabonaise avec pour résidence Abuja en République fédérale du Nigeria, est détenteur d'un master en études hispaniques et d'un master en littérature et linguistique britannique et américaine obtenus à l'université de Pécs. Né le 10 février 1971, il est marié et père de 3 enfants. Diplomatie, cette fois avec 3 diplomates qui se sont rendus au cabinet du ministre des Affaires étrangères pour confirmer leur nomination en tant qu'ambassadeur accrédité dans le pays avant leur présentation des lettres de créance au président de la transition. Le point avec Sheila Bibale. Ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Onangandiaï,
patron du département, a reçu. Dans un premier temps, son Excellence Paulou Kosita, haut commissaire de la République de Zambie près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa, en RDC. Au cours des échanges, la présentation des copies figurées de sa mission diplomatique au Gabon. Ensuite, le tour est revenu à son Excellence Alain Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise avec résidence au Cameroun. Avec le membre du gouvernement, il était question également de la présentation des copies figurées de son accréditation au Gabon comme ambassadeur. Enfin, son Excellence Laurent Andréfi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie près la République gabonaise avec résidence à Abuja au Nigeria. Le diplomate a présenté au ministre des Affaires étrangères les copies figurées marquant le début de sa mission diplomatique dans notre pays. Le patron de la diplomatie gabonaise a exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée de ces nouveaux représentants des pays amis et a réitéré son souhait de voir ces relations diplomatiques se renforcer davantage. La nouvelle pensée africaine au centre d'une rencontre internationale qui s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun. Savants, chercheurs, scientifiques et experts africains y ont pris une part active selon nos reporters. Objectif, revoir les stratégies afin que le continent africain soit mieux outillé. Le Gabon a été justement représenté par le professeur Grégoire Biyogo. Patricia Lidimoué, les comptes rendus. Revisiter l'histoire de l'Afrique à travers une nouvelle pensée inhérente au peuple du continent, objectif de ce banquet de l'esprit qui a réuni les scientifiques et experts engagés dans l'impulsion d'une nouvelle dimension de la pensée africaine. La nouvelle pensée africaine, c'est une pensée qui vise à réorienter le continent en le libérant du statu quo du bilan d'une telle adhésion aux doctrines et stratégies dominantes qui nous en contraignent à douter de nous-mêmes et à douter que l'on parvienne jamais à construire l'Afrique que nous voulons. Présent à ce grand rendez-vous historique, le professeur Biyogo consolide donc cette conception en s'appuyant sur l'autodéfinition de soi. Est-il certain que nous soyons prêts à dire ce qu'est l'Afrique, à dire ce qu'est l'homme, selon le prisme de nos métaphysiques, de nos pensées, de nos arts? Tout le débat donc de cette nouvelle pensée, c'est de dire avec le plus d'exactitude possible ce qu'il y a de plus grand, de plus juste en nous. Pourquoi? Parce que, procédant de l'Occident, parfois de l'Orient, l'Afrique a une conception erratique d'elle-même. Elle erre. Elles ne se définissent pas véritablement dans son soi. L'Afrique doit se redéfinir et jouer pleinement son rôle face aux enjeux de l'heure. Et lorsque nous disons nouvelle pensée africaine, lorsque nous disons qu'il est important de repenser la puissance, il est fondamental de nous désapproprier cette conception brutaliste de la puissance. La puissance telle que la pense Kama, la terre africaine, en son appellation originelle, Kama pense la puissance comme force croissante d'inventivité. Nos cultures, nos institutions sont au meilleur des cas pensées en reproduisant celle des autres. La réappropriation dans tous les domaines s'avère ici une nécessité pour l'Afrique, berceau des penseurs et précurseurs de la pensée africaine, prêt aujourd'hui à faire face aux défis du XXIe siècle. De retour au Gabon en marge de la tenue à Libreville du 24 au 27 février de la 3e Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire. Le ministre des Sports a reçu cet après-midi une délégation dont le président de la Fédération africaine de sport scolaire, Charles Ougoula, Eric Kassa pour les précisions. L'hospitalité légendaire de la capitale gabonaise en évidence pour accueillir la Fédération africaine du sport scolaire. Patrick Barbera Isaac et son homologue capverdien
ont échangé sur leurs politiques respectives en matière de sport et de jeunesse dans leurs différents pays. On a parlé avec les défis des deux pays dans la jeunesse et le sport, les défis qu'on partage. On a parlé de l'Assemblée générale du FAS, de l'opportunité de développer le sport scolaire, mais aussi pour renforcer l'identité qu'il faut travailler dans tous les pays du continent. Le président de la Fédération africaine de sport scolaire est venu avec son bureau directeur présenter au ministre des Sports la vision de la FAS. Nous sommes ravis que le gouvernement du Gabon a accepté la tenue de cette Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire ici. La qualité de l'accueil est exceptionnelle. La Fédération africaine du sport scolaire, son premier objectif, c'est la promotion et le développement du sport scolaire dans le continent africain, particulièrement dans les pays membres de la Fédération africaine du sport scolaire. Elle a un rôle de catalyseur, il joue aussi le rôle d'essimage, de bonne expérience, parce que comme nous le savons, il y a une disparité en termes de gestion et de pratique du sport scolaire dans les pays africains. La Fédération africaine de sport scolaire existe depuis 2018 et compte 44 pays membres. Et puis, notez que le ministre des Transports et de la Marine Marchand invite les compatriotes détenteurs d'un permis de conduire catégorie C et D qui ont déposé les dossiers de candidature le 28 octobre 2024 au cabinet du secrétaire général du dit ministère à se présenter à l'auditorium de l'immeuble Arambeau demain mardi 25 février à partir de 8 h pour subir les tests d'aptitude et de sélection en vue de leur accès à la profession de conducteur des véhicules poids lourds. Et du côté de l'université numérique du Gabon, ouverture ce lundi d'une formation en technopédagogie destinée à une cinquantaine d'enseignants-chercheurs appelés à dispenser les cours en ligne conformément à la nouvelle donne d'éducative numérique pratiquée dans toutes les universités modernes du monde. Léa Bifane, Pierre Claverella était sur place. La technologie prend ses marques dans l'enseignement supérieur à travers cette formation en technopédagogie. L'enjeu étant de repenser l'apprentissage et de fournir des compétences permettant aux enseignants d'intégrer les technologies dans leur pratique pédagogique. Le but ultime étant d'améliorer la qualité de l'enseignement et de répondre aux attentes de nos étudiants qui évoluent dans un monde numérique en perpétuelle mutation. L'État gabonais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, s'engage pleinement dans cette révolution académique. Il est de notre devoir, en tant que responsable de l'éducation, de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans cette transformation. Cette formation qui implique des contenus spécifiques va permettre aux universitaires de redéfinir leur rôle dans un milieu où le numérique devient une exigence. C'est une formation qui s'inscrit dans les missions régaliennes de l'Université numérique du Gabon, c'est-à-dire l'accompagnement progressif des établissements de l'enseignement supérieur du Gabon dans l'inclusion du numérique dans les offres de formation. Donc ce programme est structuré à travers différents modules spécifiques, notamment les aspects liés à la conception des cours en ligne, le tutorat, la scénarisation des cours en ligne, la configuration. La formation que ces enseignants vont suivre en ce moment va leur permettre de faciliter l'apprentissage pour nos futurs étudiants. Faciliter l'apprentissage dans le sens où quelqu'un pourra être, quel que soit l'endroit où il soit, pouvoir suivre ses cours, suivre ses enseignements, être évalué. Ça permettrait également, dans ce sens, de gérer ce qu'on appelle la massification. Enseignants et chercheurs sont donc à l'épreuve de perfectionnement de la formation en ligne pour optimiser leur rendement et se mettre au rythme des technologies de l'intelligence artificielle. Et face à ces enjeux, le Gabon n'a d'autre choix que d'adopter ce genre d'approche hybride et bimodale où le présentiel et le numérique éducatif cohabitent et se complètent harmonieusement, précise la tutelle.
Construit en périphérie nord de la commune d'Oyem et inauguré par le président de la transition le week-end écoulé, nous sommes là précisément dans la province de Wolentem, le centre de santé de Zogogouane est à la dimension d'un hôpital moyen. Daniel Bouka et Chili Manéa nous font découvrir cette infrastructure sanitaire réalisée par une entreprise gabonaise. Inauguré par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, qui avait à ses côtés son épouse et Raymond Donsima, le chef de gouvernement de la transition. Le centre de santé Dr Toussaint Engonga Bekale, du nom d'un ancien médecin et fils du canton Kié, représenté par sa famille ici, est une œuvre architecturale innovante réalisée par une entreprise gabonaise. Cette structure sanitaire de proximité est composée d'une salle de soins, une salle de petite chirurgie, une salle d'accouchement, une pharmacie, 3 salles d'hospitalisation, 2 salles d'observation pour une capacité totale de 23 lits, un laboratoire, un bureau de médecin-chef, une salle de repos pour le personnel médical et une salle de réunion. D'une même voix, le ministre de la Santé et le curé de Saint-Basile de Grand-Oyem ont salué le fruit d'un engagement du président de la transition. Ce moment est d'autant plus symbolique qu'il marque la matérialisation de la vision ambitieuse de votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous qui avez placé l'amélioration de la santé publique et l'accès aux soins au cœur des priorités de votre action. Vous avez déjà reçu le signe de Dieu. Dites seulement une parole et nous serons guéris. Voyez ton fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. La conception de ce projet a été inspirée par la forme du cacao, fruit dont l'exploitation a fait jadis les années d'or du Wolentem. Les choix techniques reflètent la volonté du chef de l'État à concilier modernité et responsabilité écologique. D'autres PME, Prodige BTP et Géotech, étaient aux côtés de Code Casa. Par ailleurs, sponsor officiel du club de football AS Likaki dans l'Angounier. De la province de Wolentem à la province de Logoué, du Moyen-Logoué, véritable bouffée d'oxygène pour les populations de la ville de Ndiolé et qui ont vu leur centre de santé renforcé en matériel médical adapté à leurs besoins. Patricia Lidimouélé nous en parle. Microscope, tests pour paludisme, kit pour nouveau-nés et des médicaments pour le centre de santé de Ndiolé. Du matériel médical qui vient ainsi soulager les populations qui auparavant étaient contraintes de rallier Lambaréné pour les premiers soins. Désormais, les examens médicaux s'effectueront sur place, une option rendue possible par les donateurs. Si nous avons choisi le centre médical de Ndiolé pour ce don, c'est parce que le centre médical représente la plus grande structure médicale de la région. Et nous avons fait ce don dans le cadre de notre politique RSE, qui consiste à être au plus proche des populations dont la santé est la priorité aujourd'hui. Une action importante qui permet aujourd'hui une meilleure prise en charge des patients et cadres avec la vision des plus hautes autorités. Nous sommes à mesure de faire tous les bilans de chimie, tous les bilans biologiques. C'est vraiment une bonne chose. L'acte proposé ici rentre dans la vision de Monsieur le Président de la Transition, Président du chef de l'État, le général de brigade, vice-secrétaire de l'Iguinguément, qui a la vision d'améliorer le cadre de travail des personnels de santé pour une meilleure prise en charge des malades. La médecine de proximité doit prendre forme. Notre essor vers la félicité sanitaire passe par une meilleure santé des populations. Car tout développement ne peut s'opérer avec une population affaiblie par la maladie. Remerciant les donateurs, les responsables administratifs souhaitent donc la pérennité de cet acte pour le bien-être de tous. Car ce matériel de haute technologie que vous recevez aujourd'hui nous fera énormément plaisir, non seulement pour les populations de Ndiolé, mais également pour tout le monde qui sera dans le besoin et qui sera, n'est-ce pas, usagé au centre médical de Ndiolé. La cérémonie a donc vu la participation des autorités administratives du département et des populations de Ndiolé qui se réjouissent de ce véritable ballon d'oxygène. Pendant plus d'un mois, une vaste campagne de sensibilisation sur la santé mentale a réussi à mobiliser l'association Andas, le ministère de la Santé et des acteurs culturels à travers le Gabon, de Libreville aux grandes villes provinciales. Les équipes sont allées à la rencontre des populations. Les détails avec Ruth Mignolet-Sanzou et Roméo Lambini.
C'est au centre hospitalier de Mélène, établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles mentaux, que s'est tenue la cérémonie de clôture de cette campagne. Un choix symbolique qui souligne l'importance de cet établissement dans le dispositif de santé mentale au Gabon. L'hôpital de Mélène est l'établissement de référence pour la santé mentale au Gabon. Selon l'enquête nationale 2021, 4145 malades ont été reçus dans cette structure spécialisée. Dans ce travail, personne ne va nous acclamer. Au contraire même, il nous retourne un peu d'ingratitude. Parfois, ça va nous décourager, mais nous poursuivrons. Et nous comptons sur beaucoup de personnes pour qu'à la prochaine édition, l'année prochaine, nous soyons plus nombreux. Soutenu par l'association Ondas qui joue un rôle crucial dans la sensibilisation et l'accompagnement des personnes souffrant de troubles mentaux et de leurs familles, ces actions visent à briser les tabous, à informer les maladies mentales et à promouvoir l'accès aux soins. Cette campagne de sensibilisation a marqué une étape importante dans la prise de conscience des enjeux de la santé mentale au Gabon. Le bilan à mi-parcours du mois de la santé mentale, pour moi, selon moi, il est positif parce que je vois beaucoup adhérer et beaucoup sortir de l'ignorance et beaucoup surpris aujourd'hui de savoir que la santé mentale est un droit fondamental et il est de notre responsabilité collective de faire en sorte qu'elle soit une réalité pour chaque Gabonais. Ouverture ce matin à Libreville de l'atelier sur la réglementation de l'exploitation des airpass au Gabon par le directeur général de l'ANAC. Durant une semaine, les acteurs du secteur venant de 16 pays d'Afrique débattront sur l'utilisation des drones au sein des unités opérationnelles et ce, en collaboration avec les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. Les détails avec Djerim Bougou-Bivegou et Gérard Magnania. L'exploitation et la prolifération de airpass, système d'avions télépilotés ou drones, ne fait pas que des heureux, surtout dans le secteur aérien. Pour prévenir toute éventualité, les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile et la SECNA ont décidé de s'unir pour réglementer l'exploitation des drones au Gabon. L'intégration des airpass dans l'espace aérien est un défi majeur et il est de notre responsabilité en tant qu'instance régulatrice d'anticiper, d'encadrer et d'accompagner nos États membres dans cette transformation. Le airpass ne doit pas faire peur aux États. Au contraire, les États se doivent de se l'approprier et anticiper pour le rendre à la portée de la population. Maître d'œuvre de cet atelier, l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, entend jouer sa partition. Cette session de formation sera donc l'occasion idéale pour découvrir les évolutions réglementaires, d'échanger sur les bonnes pratiques et développer de nouvelles compétences. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de partager leur expertise, leur expérience avec nous lors de cette session de formation. Le sujet d'importance car les conséquences peuvent être dramatiques. On n'a pas encore une réglementation bien précise sur leur exploitation et donc leur évolution dans nos espaces peut induire des accidents d'une gravité, notamment au niveau des approches, au niveau des aérodromes. Et c'est nécessaire qu'on puisse développer une réglementation appropriée pour nous permettre, nous, à SECNA, de pouvoir assurer la sécurité de tout ce qui évolue dans nos espaces. Durant une semaine, les experts venant de 10 pays devront bâtir un cadre réglementaire adapté à l'évolution des airpass. Et puis ce communiqué dans le cadre des travaux d'aménagement des voiries d'Akonda, financés par le groupe de la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au secteur des infrastructures au Gabon. Le ministère des Travaux publics va procéder au recensement des biens et des personnes pouvant être affectées par les travaux. Une équipe d'experts mandatée par la tutelle se rendra sur les différentes sections de voirie selon le programme suivant. Entrée Cap des Pères jusqu'à la plage, 3,2 km du 27 au 28 février 2025. Entrée Cap Santa Clara jusqu'à la plage, 8,26 km du 1er au 2 mars. Enfin, entrée Bolokoboué, Pointe Idolo, plage Bolokoboué, 10 km du 3 au 4 mars prochain. Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter M. Benjamin Mouri Moussavou. Il est le coordonnateur du projet d'appui
d'appui au secteur des infrastructures au Gabon au 079 18 18 ou par courriel de l'adresse électronique bmouiri@gmail.com. Revenons ce jour sur l'intégration sous-régionale entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales en inaugurant le projet d'interconnexion stratégique, symbole de leur amitié et engagement en faveur de l'intégration sous-régionale. Chez la Mébalé. Le 22 février dernier restera une date marquante dans l'histoire de l'intégration sous-régionale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema et Teodoro Obiang Nguema Bazogo ont officiellement lancé la première phase du réseau d'interconnexion électrique de 20 kV reliant leurs deux nations, symbolisant une avancée majeure dans la coopération énergétique bilatérale. Ce projet structurant, initié il y a une dizaine d'années, a pour objectif d'électrifier les localités du nord du Gabon, situées dans la frontière avec la Guinée équatoriale. Il concerne en particulier les villes gabonaises de Bitam, Oyem et Médouneux, ainsi que leurs homologues équato-guinéens, Mongomo, Akournam et Bibiyin. Dans cette première phase, l'accent a été mis sur la construction de la ligne moyenne tension et Bibiyin-Bitam, accompagnée des infrastructures et équipements techniques nécessaires à son bon fonctionnement. L'interconnexion constitue une avancée stratégique ouvrant de nouvelles perspectives pour la population locale, tant en matière de développement économique que d'amélioration des conditions de vie. Au-delà de l'aspect technique, cette initiative traduit la volonté des deux États de renforcer leur partenariat historique et de poser les bases d'une intégration sous-régionale plus dynamique. La mise en service de ce réseau permettra au Gabon d'importer jusqu'à 10 MW d'électricité depuis la Guinée équatoriale, un apport énergétique essentiel qui devrait générer des économies substantielles estimées à environ 9 milliards de francs CFA. Ce projet illustre ainsi la coopération fructueuse entre les deux nations et témoigne de leur engagement commun en faveur d'une gestion optimisée des ressources énergétiques dans un esprit de solidarité et de développement durable. Direction la province de Logoué-Vindo, précisément à Makokou, où des jeunes se sont associés pour fonder la Golden Valley Company. Objectif, maîtriser les activités d'exploitation artisanale de l'or et autres métaux. Reportage avec notre correspondant. Longtemps en gestation, la Golden Valley Company a été présentée finalement cette semaine aux artisans miniers du département de Livindo. Christophe Ekoumé et ses compères s'imposent le challenge de lutter contre l'afflux du patrimoine minier gabonais via des voies informelles. Notre structure, elle est citoyenne et nous voulons nous lancer dans la collecte, la commercialisation et l'achat de l'or. Parce que la philosophie du chef d'État était celle-là de faire des jeunes Gabonais, des entrepreneurs. Et nous, nous avons été réceptifs à cette idéologie, à cette politique qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve dans le bain. Au regard des influences extérieures qui ne tiennent pas forcément compte des réalités de terrain, la GVL s'impose des défis à court terme. Nous allons créer des emplois locaux. Nous allons essayer de faire chuter les prix de l'or parce que ce secteur a été déjà pris par les expatriés. Et à travers nous, certainement, d'autres vont suivre l'exemple afin que certains clients de leurs activités puissent aller aussi payer les impôts, créer des emplois pour les citoyens. Il va sans dire que ces nouveaux acteurs du secteur doivent faire preuve de pédagogie à l'endroit de tous les compatriotes artisans miniers. Et des gars, ça c'est un peu preuve de civisme. Comprendre que c'est notre pays et l'or étant devenu une substance souveraine, que nos Gabonais sont au devant de la scène, simplement ça. Et que s'il y a des gens à côté qui sont toujours là pour pouvoir faire quoi que ce soit, que ces personnes soient dénoncées et que la loi en vigueur s'applique à eux. Cette entreprise citoyenne entend bien s'appuyer sur la législation en vigueur au Gabon, non sans l'onction technique de la direction provinciale des mines de Logoué-Vindo. Retour dans la province de l'Estuaire, précisément à Libreville, avec cette note d'information. Le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapou-Tchombo, informe les populations du Grand Libreville de l'organisation de la première édition
des marchés périodiques de la commune qui se tiendra du vendredi 28 février au dimanche 8 mars 2025 au rond-point de Zhengayong, c'est dans le 6e arrondissement. À cet effet, les frais de participation sont fixés à 25 000 francs CFA par place, conformément à la délibération du 21 mars 2022. Et pour toute information, contactez le 077 74 67 99 ou le 065 93 70 31 ou se rapprocher de la direction de la promotion du développement économique CISE à la porte B25 du bâtiment annexe de l'hôtel de ville de Libreville. Dans ce 20h, on parle également de testament en lien avec la gestion d'un patrimoine laissé par un défunt. Seulement, au Gabon, la rédaction d'un testament fait place à plusieurs interprétations. Des interprétations que Marlène Bina et Ludovic Bitégué ont pu recueillir à travers cet élément. La fin du testament, quand même, les Blancs avaient leur chose. Le testament, un mot qui tantôt effraie, tantôt rassure. Pourtant, c'est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés, par exemple, la transmission de ses biens. Le testament, c'est pour ceux qui mettent la valeur pour la famille. Normalement, le testament, c'est pour prouver réellement que ce bien-là t'appartient et ça peut continuer à appartenir à tes enfants. Avec les réalités que nous avons aujourd'hui dans nos familles africaines, un testament est vraiment très utile et très important. Et l'absence du testament cause beaucoup de dégâts. Ici, l'ami d'une victime témoigne. J'ai une amie qui a perdu son mari et lorsqu'elle a perdu son mari, on a voulu arracher ses biens. La belle famille s'est levée contre elle. Et de surcroît, elle n'était pas mariée. Le problème, c'est que quand tu n'es pas marié légalement, quand tu perds ton conjoint, les biens ne peuvent pas te revenir. Mais par contre, s'il y a un testament, le testament va te couvrir. Toutefois, les mentalités gabonaises restent encore quelque peu réfractaires quant au testament. Vraiment, le testament, ça ne me tente pas. Parce que si tu fais un testament, c'est comme si tu creusais ta propre tombe. Je parle pour nous les Africains. Imagine-toi que tout le monde est ensemble. Je fais un testament. Tu vas vite me tuer. Si vous êtes mariés, on ne discute pas sur ça. Maintenant, si c'est le concubinage, ça c'est maintenant autre chose. Tu as fait 10 ans avec la pauvre fille, tu as juste fait une représentation. Maintenant, quand tu décèdes, ça, là, maintenant, ça c'est un autre problème. Faut-il donc faire son testament? Si oui, vers qui se tourner pour la procédure? Des réponses que nous vous proposerons dans les prochains jours. Dans les prochains jours, je rappelle que notre rédaction fera une série de reportages axés sur le testament tout au long de cette semaine. La présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, accompagnée du gouverneur de la province de Logouelolo, Jean Bosco Assi Gabani, a effectué la visite des chantiers initiés par le CTRI à Lastourville, suivi de plusieurs actions d'ordre social. Gervais Fabrice Odjuga, Félix Moudibangoï. 2 jours durant, Paulette Missambo a battu le bitume pour constater le niveau d'exécution des chantiers initiés par le CTRI dans la commune de Lastourville. Accompagnée du gouverneur de la province de Logouelolo, Jean Bosco Assigabani, la présidente du Sénat de la Transition s'est rendue au lycée Arsène Bungenza pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation engagés par le CTRI. Un bâtiment buanderie à l'arrière, au lieu que ce soit des cordes là devant l'espace vie. De la place Albert Tamba, où est érigée la stèle du guerrier Wongo, en passant par l'esplanade de la mairie de Lastourville et le chantier de construction du commissariat de police, Paulette Missambo a constaté le niveau de modernisation de la ville du guerrier Wongo amorcé par le CTRI. Je voudrais remercier le président du CTRI, le général Brice-Clotaire Olengi Gama, pour avoir permis que Logouelolo en général et Lastourville en particulier puissent bénéficier des travaux de réhabilitation. Nous venons effectivement de visiter le lycée. C'est un lycée au départ qui était un CES qui a été transformé en lycée et depuis lors, rien n'a été fait. Ce séjour, Lastourvillois a été particulièrement chargé pour la présidente du Sénat de la Transition. L'Ozosport, représentant de Lastourville au championnat national de football, a reçu une visite inopinée de Maman Paulette, comme on l'appelle affectueusement ici, avec dans ses mains un lot composé entre autres de plusieurs ballons de football.
Nous l'annoncions en titre, énième dérapage dans le monde chrétien. Un groupe de responsables de l'Église universelle du Royaume de Dieu, plus connu sous le slogan « Arrêtez de souffrir », se serait froissé en pleine paroisse. Image choc pour les fidèles et autres acteurs du milieu ecclésiastique. Nos reporters Doris Rouskoulou et Jean de Dieu Mombundu tentent de nous éclairer sur cette situation. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des pasteurs de l'Église universelle du Royaume de Dieu prêts à en venir aux mains. La pomme de la discorde résiderait dans le mauvais traitement qui serait infligé à une frange de pasteurs. Nous constatons au Gabon que les évêques et les pasteurs que vous envoyez ici ne font pas ce que vous faites. Ce que vous nous avez appris, que vous nous apprenez tous les jours à travers votre parole, c'est que vous priez pour le salut des âmes, c'est que vous investissez pour le salut des âmes. Et nous constatons que ce qui se passe au Brésil, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Ils arrivent au Gabon, ils achètent des grosses voitures que les ministres seuls que les ministres peuvent conduire, pendant que le peuple est en train de souffrir. Est-ce que c'est ça ce que vous enseignez? Quand on parle avec eux, ils nous disent que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas de Dieu, c'est nous qui sommes démoniaques, c'est nous qui devons rechercher Dieu. Eux, ils ont tout le Saint-Esprit du monde. Et avec Macédoine, nous sommes fatigués. Voilà une situation qui éclabousse à nouveau un mouvement religieux au Gabon dont les leaders gagneraient à apaiser les tensions pour que la sérénité règne à nouveau. Voilà, il faut dire que depuis plusieurs années, le paysage religieux gabonais connaît une multiplication des lieux de culte, notamment des églises dites de réveil. Face à cette prolifération, les autorités ont mis en place une réglementation visant à encadrer l'implantation et le fonctionnement de ces établissements. Pourtant, des dérives persistent, soulevant des interrogations sur l'efficacité de ces mesures. En Claude de Sage, Boussougou, Matumba, Paul Jessica Nkol, Doutoum. Au Gabon, l'implantation des églises est régie par la loi sur les associations qui impose aux organisations religieuses de s'enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur. Cette procédure implique la soumission de statuts, la désignation de responsables et l'obtention d'une autorisation administrative. De plus, certaines municipalités exigent un permis de construire pour toute édification de lieux de culte afin de garantir le respect des normes urbaines et sécuritaires. Malgré ces exigences légales, de nombreuses églises s'installent sans autorisation officielle. Certaines utilisent des maisons d'habitation ou des espaces commerciaux transformés en lieux de prière, souvent au détriment de la quiétude des riverains. Depuis novembre 2023, le ministère de l'Intérieur a entrepris un recensement des associations à caractère religieux, culturel et philosophique, régies par la loi 35/62 du 10 décembre 1962 sur les associations au Gabon. Plusieurs facteurs expliquent la difficulté à contrôler efficacement l'implantation des églises. D'une part, l'essor de mouvements religieux attirant un grand nombre de fidèles pousse certains leaders religieux à s'établir rapidement sans attendre les autorisations requises. D'autre part, le manque de moyens de contrôle et l'absence d'une politique claire de suivi rendent l'application de la réglementation aléatoire. Face aux dérives constatées, certaines voix s'élèvent pour réclamer un durcissement des conditions d'implantation des églises. Parmi les pistes évoquées figurent la mise en place de contrôles plus stricts, l'obligation de formation théologique pour les pasteurs ou encore la délimitation de zones spécifiques pour les établissements religieux. Si la liberté de culte est un principe fondamental au Gabon, la nécessité d'un encadrement plus rigoureux apparaît de plus en plus évidente pour éviter les abus et garantir un meilleur équilibre entre pratiques religieuses et respect des règles en vigueur. Et puis, ce communiqué, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite informe tous les agents publics que la campagne de déclaration des biens prévue s'achever le 20 février 2025 est prorogée au vendredi 28 février à 15h30 au siège de l'institution CISE au quartier London. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues
par les dispositions de l'article 17 et 18 nouveau de la loi du 22 mars 2021, modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mai 2023, instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. Joyeux anniversaire à l'association Moi Dietou qui a soufflé le week-end écoulé sa 4e bougie d'existence. Célébration riche en couleurs et en émotions, rapportée ici par Evram Balipitake et Thierry Aldomondaka. Plus de 1000 partisans prenaient part aux festivités ponctuant le 4e anniversaire de l'association Moi Dietou qui signifie c'est pour nous en langue vernaculaire et pour nous. Arrêtons-nous un temps soit peu sur le symbolisme du chiffre 4. 4 ans, vous avez dit? Oui, chez l'enfant. C'est l'âge où l'enfant marque une étape cruciale dans son développement émotionnel, social et cognitif. C'est le temps de la curiosité, de l'exploration du monde, du partage de ses premières amitiés sincères. Ce parallèle avec notre association est éloquent, car nous aussi, après 4 ans d'existence, nous avons consolidé nos liens et élargi notre cercle d'amitié. C'est dans cet esprit que nous avons convié ce jour nos associations sœurs et nos amis de longue date, dont la présence nous honore ce soir. Une commémoration célébrée simultanément dans les villes de Mouila, Moabi, Tchibanga et de Libreville. Notre association repose sur 4 piliers fondamentaux. L'attachement à Moabi, la cohésion de nos actions, la fraternité entre nos membres et la préservation de notre dignité. Ces valeurs, véritables fondations de notre identité, continueront à guider nos initiatives. Moment idéal pour le président de cette plateforme d'installer son bureau provincial de l'Estuaire. C'est dans une ambiance festive empreinte de fraternité, de cohésion et de solidarité que s'est achevé cet anniversaire. L'Association pour l'avenir du Gabon, dans le cadre de ses activités citoyennes en soutien à la politique du chef de l'État après la santé, par l'organisation de la journée médicale, arbre de Noël et dons aux orphelins. L'association s'est illustrée cette fois dans le domaine de la culture en organisant un méga concert populaire le samedi 22 février au stade de Nzengayong. Les précisions avec Mirandongue. L'Association pour l'avenir du Gabon, connue pour ses actions sociales à travers le pays, marque une nouvelle étape dans son engagement avec sa sortie officielle. Pour célébrer cet événement, elle a organisé un concert populaire à entrée gratuite au stade de Nzengayong dans la commune de Libreville. Ce spectacle a réuni de grandes figures de la scène musicale gabonaise et africaine. Un moment festif, convivial et accessible à tous, fidèle aux valeurs de l'association. L'Association pour l'avenir du Gabon s'illustre par de nombreuses initiatives à caractère social visant à améliorer le quotidien des Gabonais, caravanes et journées médicales, arbres de Noël, campagnes de sensibilisation. À travers cet événement, cette association souhaite marquer son engagement et fédérer davantage autour de sa vision pour l'avenir du Gabon. Et nous poursuivons cette édition d'information et sur le plateau, nous recevons Arnaud Manza qui va présenter, vous le savez, sur la route des élections. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Béni. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors prêt pour justement cette route sur les élections. Exactement. Et ce soir, essentiellement, nous serons en direct comme d'habitude avec notre point focal du côté du ministère de l'Intérieur. Et sachez que dans les rangs de l'UPR déjà, on enregistre des démissions, enfin une démission ce soir, vous le verrez. L'amnésie politique, c'est le thème du billet politique ce soir. Réflexion sur ces candidats qui, selon les observateurs, ne pèsent pas politiquement ou encore font la course à la carotte. Alors pourquoi candidater? C'est la réflexion sur les candidats ce soir. Et bien sûr, comme chaque lundi, Martial Tchibina nous proposera l'édito en rapport avec la présidentielle de 2025. Un programme bien garni à suivre juste après la principale édition d'information du soir. Et on passe tout de suite en nécrologie. C'est une note triste, vous le savez. Jean Dorel Matumba, acteur politique qui a
énormément accompagné plusieurs acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, anciens députés suppléants du 3e arrondissement de la commune de Libreville dans les années 90. Jean Dorel Matumba a indirectement nourri des réflexions lors du dernier dialogue national inclusif. Et comme vous le savez d'ailleurs, comme vous le voyez aussi en image ce week-end, un hommage lui a été rendu par plusieurs administrations, notamment celle du ministère de la Communication à travers Madame la ministre de tutelle que vous voyez d'ailleurs en image, pleurer, on va dire, devant l'illustre disparu. C'est vraiment des moments très touchants, j'en perds la voix. Et il faut savoir que perdre un être cher n'est pas facile, et également accompagner d'autres entités, notamment de la Direction Générale de Gabon Télévision, vous avez pu le voir également en image, où exerce d'ailleurs l'un de ses illustres fils, Claude Sage Boussougou Matumba, que nous adressons encore une fois de plus nos sincères et vives condoléances. Voilà, je vous laisse avec les Gabonais de l'étranger. Parfait Junior Boukinda nous dresse le bilan de nos frères, compatriotes qui évoluent à l'extérieur du pays. Et juste après, bien sûr, la rubrique sur la route des élections. Merci d'avoir été des nôtres. Allez à voix et à demain 20h. Bonsoir à tous. Les délestages dans le Grand Libreville et même à l'intérieur du pays, une situation vécue au quotidien par les Gabonais. Entre recherche de solutions, conventions, la presse en fait des grands titres. C'est le cas d'un coup, Le Messager avec sa titraille Tchibanga plongé dans le noir, les élèves dans les rues. Le journal met en lumière les élèves des établissements secondaires de la ville de Tchibanga qui ont manifesté dans les rues. Pour ces derniers, sans lumière, pas de tableau, pas de cours et surtout pas de tolérance face à la pénurie d'électricité. Situation préoccupante mais qui semble trouver solution grâce aux efforts consentis par les autorités de la transition, comme le souligne d'ailleurs un coup Le Messager qui traite du raccordement du Gabon à Karparochip. Pour le journal, il s'agit de 2 bateaux, usines qui vont produire 70 MWh à la ville de Libreville. Et ainsi pallier à la crise énergétique à laquelle fait face la capitale gabonaise depuis plusieurs semaines. Le journal parle en outre du contenu du contrat qui n'est toujours pas rendu public et cite le ministre de l'Énergie qui rassure que le Gabon va dans le même temps poursuivre la construction des infrastructures énergétiques afin de sortir le pays de cette situation de dépendance. Ce week-end, le Gabon et la Guinée équatoriale ont été reliés à travers l'interconnexion de leur réseau électrique dans le septentrion. Selon Gabon Matin, c'est un acte qui permet aux populations du Wanentem d'être desservies en électricité, un projet intégrateur qui symbolise l'excellence des relations bilatérales. Abordant dans le même sens le quotidien, l'Union précise que ce raccordement entre les deux pays s'inscrit dans la volonté de dynamiser les relations entre pays africains pour à terme développer une zone de libre-échange et de libre circulation. Pour Gabon Matin, c'est au total 10 MW qui permettront l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. Le journal ajoute que l'interconnexion électrique entre les deux États représenterait des opportunités pour le Gabon qui pourra se faire des économies. On parle de 2 milliards de francs CFA sur les dépenses en gasoil. Cette réalisation exemplaire s'inscrit donc dans une vision plus large de l'intégration régionale au sein de la CEAC et de la CEMAC, comme l'illustre l'Union, qui cite les propos du doyen président Théodoro Obiang Nguema, lequel invite les deux peuples à devenir un seul, à cultiver la paix, l'amour et la solidarité pour un avenir radieux du Gabon et de la Guinée équatoriale. Dans le même sens, l'hebdomadaire Gabon Matin évoque les propos du général Brice Clotaire Oligui Nguema
pour le président de la transition gabonaise. Chaque pas vers l'intégration régionale rend les deux États plus forts et plus résilients. Il s'est dit fier de renforcer et de dynamiser la coopération bilatérale avec la Guinée équatoriale dont il s'inspire pour bâtir le Gabon. Le Gabon rentre au bredouille des éliminatoires de l'Afrobasket. Sur ces 3 matchs joués, l'équipe gabonaise n'a remporté aucune victoire après le premier duel face au Cameroun 65-4-22, la deuxième défaite face au Sénégal 102-68. L'équipe du tricolore est tombée face au Rwanda 4-21-71. Triste bilan donc pour le Gabon qui finit les éliminatoires avec 265 points concédés pour 204 points marqués en 3 matchs joués. Jérôme Ifonzolo présent à Abidjan lors du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique. L'ancien arbitre international, expert CAF et FIFA, a partagé sa vision sur un sujet d'actualité, la santé, catalyseur de l'industrie du sport. En Afrique, il y a nécessité d'explorer les opportunités et les synergies de ces 2 secteurs stratégiques pour faciliter l'épanouissement des acteurs. Pour Jérôme Ifonzolo, le sport et la santé sont à ce jour indissociables. Le Gabon, éliminé du tournoi de l'UNIFAC après les défaites concédées lors des 2 premières journées, l'équipe U17 du tricolore s'est inclinée lors de l'ultime rencontre 1-0 face à la République centrafricaine. La délégation gabonaise rentre sans victoire. C'est un dur apprentissage pour ces jeunes qui sont tombés sur des équipes bien rodées. Match retour, éliminatoire CAN féminine 2025. Le Gabon déjà au Mali. Après la débâcle enregistrée à Franceville, 6-0, il faudra montrer un meilleur visage, rectifier le tir pour un meilleur résultat reste l'objectif de Tristan Mombo. Pour son premier match, il voulait faire sensation et c'est fait. Mario Lemina a participé à la victoire de Galatasaray, pensionnaire de première division en Turquie. Entré à la 60e minute, l'international gabonais a été le passeur décisif sur le deuxième but de son équipe. La Panthère fit donc le pari de l'intégration dans un club qu'il avait d'ailleurs connu entre 2019 et 2020. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Voilà, nouvelle semaine, nouvelle édition sur la route des élections. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si seulement vous nous rejoignez, c'est tout de suite. Parlons critères d'éligibilité à l'entame de ce journal. Il se trouve que dans la dynamique de changement de paradigme pour le scrutin du 12 avril prochain, il y a le respect scrupuleux des pièces à fournir et le remplissage des critères exigés. Va-t-on dire que les potentiels candidats sont en phase? On en sait un peu plus avec Dave Moubele-Pindi. Le 12 avril, le Gabon va tourner la page de sa phase transitoire avec l'organisation de son scrutin présidentiel post-transition. La scène politique est mouvementée. Normal, l'enjeu veut la chandelle, suscitant au passage de l'intérêt auprès des politiques dits ancrés dans l'arène et ceux qui veulent, par le canal de l'élection présidentielle, se tailler une stature. Au-delà des intentions des uns et des autres à candidater au scrutin présidentiel à venir, la question de se conformer aux règles qui régissent l'acceptation du dossier de candidature est une autre paire de manches. Le quota des prétendants déclarés doit s'assumer dans la conformité des pièces et des critères à remplir pour prétendre s'asseoir au fauteuil présidentiel et de s'éviter des prétentions fantaisistes en respectant les conditions d'éligibilité édictées. L'honnêteté politique, c'est aussi savoir raison garder et de ne point se lancer dans une bataille dont on sait pertinemment ne pas être en phase avec les critères exigés à la fonction présidentielle. Autrefois, ces techniques de déclaration tous azimuts des candidatures s'apparentaient à une forme de marchandage politique, une sorte de jeu pour s'offrir les faveurs du challenger le mieux placé à la course électorale. La donne actuelle voudrait qu'une ruelle politique s'installe afin d'assainir et surtout d'enraciner la culture démocratique de notre pays. Trêve de plaisanteries et place au respect des règles du jeu pour un gagne-temps de notre démocratie. Et en attendant la date fatidique, donc le 12 avril prochain, on continue d'enregistrer des déclarations de candidature que nombre d'observateurs jugent fantaisistes, quand d'autres parlent de mercantilisme. Et là, on s'interroge, d'où cette analyse de Rita Abogo-Ndong et Rodolphe Elemvi.
Qui peut ou doit être candidat à une élection présidentielle au Gabon? Cette question fait débat au regard des multiples candidatures déclarées ça et là. Je suis candidat à l'élection présidentielle, une expression que certains prononcent de façon anodine sans mesurer le poids de la responsabilité qu'elle renferme. Se porter candidat à l'élection présidentielle n'est pas un acte banal. Celui qui prétend à ce poste doit avoir une vision, un savoir-être, une maîtrise des dossiers parfois jugés sensibles pour la souveraineté du pays. Ce dernier devrait au moins avoir une expérience dans la gestion d'un pouvoir, même à la plus petite échelle, dans une administration quelconque. Malheureusement, l'on constate que depuis l'arrivée du multipartisme en 1990, plusieurs hommes et femmes politiques usent des stratégies soit pour le buzz ou se faire connaître auprès des potentiels candidats les plus matures pour travailler à leur côté. Ici, on parle d'alliances parfois opportunistes qui finissent par hisser certains à des postes stratégiques sans aucune expérience, en réalité dans la majeure partie des cas. Des ambitions et le potentiel des prétendants à la présidentielle sont remis fortement en cause du fait de leur désistement majoritairement dans la plupart des cas. Comment prétendre au fauteuil présidentiel si l'on n'a même pas un minimum de confort? Ces dernières années, l'on a vu des candidats qui habitaient dans des studios, qui n'avaient même pas un moyen de locomotion pour se déplacer, qui organisaient des rencontres dans des bars des quartiers, des candidats qui étaient incapables de gérer une équipe de communication. Et voilà qu'on a revu à la hausse le montant de la caution à 30 millions de francs CFA en plus du fonds électoral. L'on assiste encore à ces pratiques devenues récurrentes et qui agacent plus d'un. Bien que le code électoral donne libre arbitre à chaque citoyen gabonais de se présenter à toute élection, mais l'honnêteté de soi devrait emmener plusieurs à se poser des bonnes questions. Avant de se présenter à une élection, un regard particulier doit être mis sur cette question, l'encadrer par des lois dont le but de limiter ce qui apparaît aujourd'hui comme des candidatures fantaisistes. Toujours en rapport avec la présidentielle de 2025, le président de la Haute Autorité de la Communication a reçu en audience une délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont tourné autour de l'atelier de formation et de sensibilisation des professionnels des médias sur la gestion de l'information en période électorale, bien entendu. Le point avec Patricia Lidi Mouélé. Cette audience entre le président de la HAC, Germain Goyo-Moussavou, et le représentant du PNUD Gabon a permis d'aborder le rôle de la presse en cette période où le Gabon se prépare à l'élection présidentielle du 12 avril. Et c'est en cela que les médias assurant le bon déroulement de cette question à travers la couverture médiatique, il importe d'outiller davantage les professionnels des médias. L'essentiel de la visite, c'était de lui présenter la contribution du PNUD et des agences du système des Nations Unies dans la préparation de l'appui à l'organisation des élections présidentielles dans un premier temps et des autres consultations électorales qui suivront. Donc les Nations Unies sont engagées auprès du gouvernement du Gabon pour apporter une assistance électorale dont l'un des volets consistera à accentuer, améliorer la formation des journalistes, de la presse, des médias. Déterminé à poursuivre une collaboration dynamique sur les questions de formation et du développement qualitatif de la presse au Gabon, la HAC et le PNUD se veulent plus pragmatiques. Avec le président de la HAC, il a été convenu que sous son autorité, puisqu'il a le mandat d'assurer l'encadrement de la presse et des médias, de nous accompagner dans cet exercice de formation des journalistes et de la presse. Et donc nous avons une première séance de formation qui débutera ce jeudi, qui sera présidé par lui-même et au cours de ces 2 jours de formation de cet atelier, on inculquera, on rappellera les valeurs fondamentales d'éthique, d'intégrité dans l'exercice de la profession de journaliste. L'atelier de formation à l'attention des hommes de médias aura donc bel et bien lieu le jeudi 27 février et constitue donc la suite logique d'un processus amorcé en décembre 2024 lors de la présence d'une délégation de l'ONU venue évaluer les besoins électoraux au Gabon. Pour le président de la HAC, Germain Goyo-Moussavou, cette initiative est louable
Et d'ici quelques jours, la liste des participants, mais également des intervenants, sera transmise auprès du représentant du PNUD. Allez, tout de suite, direction l'avenue de Cointé où se trouve le ministère de l'Intérieur. Joindre de suite notre point focal, Dave Moubele Pendi, qui chaque jour y est. Voilà, vous l'apercevez. Alors, Dave, bonsoir. Ce soir, on tente de comprendre les mécanismes de la production de la liste électorale. C'est ça, justement, bonsoir, bienvenue donc, dans le bureau de monsieur le directeur général adjoint, monsieur Idelbert Mboutsou Bouila, qui est donc notre invité là ce soir pour nous parler de la production de la liste électorale, ce document hyper important qui rentre dans le processus de l'organisation du scrutin présidentiel, vous le savez, de 12 avril prochain. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes ici pour parler justement de cette liste électorale. Et si on faisait un peu le point, où en sommes-nous exactement? Alors, il se trouve que nous venons de terminer une phase très importante, celle de la révision de la liste électorale sur le terrain. Il était question pour les citoyens de consulter la liste électorale et de faire des éventuelles réclamations s'ils constataient que les informations les concernant n'étaient pas justes. Nous avons également enrôlé de nouveaux électeurs. Nous avons également procédé à la radiation des électeurs décédés sur la liste électorale. Toutes ces données qui ont été collectées sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du pays, aujourd'hui ont été rapatriées chez nous au ministère de l'Intérieur pour faire une sorte de phase de traitement avant d'arriver à la phase de production de la liste électorale 2025 qui sera à nouveau affichée justement pour que les citoyens s'assurent que les réclamations qui ont été effectuées sur le terrain, que les premiers électeurs qui ont été enrôlés sont bel et bien dans la liste qui va servir au prochain scrutin. Alors, on est justement dans les locaux du ministère. On va peut-être pas trahir un secret, on a envie de comprendre, toucher les doigts, voir des visuels. Écoutez, vous voyez que jusqu'à cette heure, nous travaillons. C'est parce que justement, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que la liste électorale soit une des listes les plus fiables possibles. Éviter toute rivalité. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez bien, vous allez avoir l'exclusivité, voilà, d'aller voir comment nous travaillons. Exclusivement, c'est une activité Gabon première. C'est l'une des particularités de ce scrutin présidentiel dans notre organisation. On va vérifier l'aspect transparent dans l'organisation de ce scrutin présidentiel. À quel niveau le ministère va décider dans quels moyens justement pour parvenir à trouver ce qu'il faudra montrer aux Gabonais, toutes les équipes dans le cadre de cette organisation du scrutin présidentiel. Allez-y, monsieur le directeur général adjoint, qui est donc notre guide ce soir ici pour nous amener dans cette forteresse, une véritable forteresse. Il n'y a pas ici qui veut, mais allons-y voir. C'est inédit, c'est Gabon premier qui a l'exclusivité justement en direct. Dans cette salle, une salle dont on laisse le directeur nous présenter justement les caractéristiques. Voilà, nous sommes ici. Voilà, et puis voilà, comme vous avez le constat, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à pied d'œuvre justement pour faire en sorte que nous ayons une liste électorale fiable. Alors ça, c'est le personnel qui travaille depuis plus de 3-4 semaines, qui pratiquement parle ici très tardivement, 22h, 23h parfois, parce qu'il faut qu'on s'assure que l'ensemble des données qui ont été recueillies sur le terrain sont bel et bien traitées, de façon à ce qu'il y ait moins de récriminations sur la liste électorale. Naturellement. Voilà pour l'essentiel. Alors ces équipes sont en train de justement faire une sorte de classification des cas à traiter, parce qu'il y a différents cas à traiter. Et une fois que ces cas sont traités, ces cas sont envoyés à notre site technique pour justement soit valider, soit faire des vérifications. En parlant justement des cas, sans vous interrompre, quels sont les plus récurrents qu'on peut retrouver, par exemple, des cas, généralement? Écoutez, nous avons le cas justement des citoyens qui se disent être absents de la liste électorale alors qu'ils sont bel et bien enrôlés. On a une exclusivité, monsieur le directeur, sans vous interrompre. Il y a justement là, Arnaud Bengué, on peut constater qu'il y a une dame qui est au téléphone qui passe des coups de fil d'opportune justement pour appeler les concitoyens qui ont posé des problèmes, soit des doublons ou le changement de votre bureau de vote. C'est une exclusivité qu'avant première. Allez-y, vous êtes fort. Oui, on vous a retrouvé au premier arrondissement, au centre de vote Saint-Gabriel, à Mouila Centre. Oui, c'est là-bas qu'il y a votre nom. Donc vous existez bel et bien sur la liste électorale. Voilà. Donc passez une bonne soirée. Oui.
Oui, si vous voulez faire le basculement et que vous êtes déjà à l'ITAM, on va annoncer à la télé d'ici peu la deuxième phase de révision ce serait pendant 10 jours. C'est lors de ces 10 jours que vous pouvez vous rapprocher d'une des mairies au niveau de l'ITAM pour faire votre basculement. On aura des agents sur place dans les mairies de l'ITAM et depuis là-bas, vous pouvez demander à faire le basculement. Voilà. Voici Arnaud Mengue, un cas de figure particulier, c'est inédit, nous sommes dans cette salle stratégique. Voici un cas de figure justement d'un compatriote qui a besoin de se fixer en fait. Bien sûr, en réalité, lorsque nous affichons la liste électorale dans les sites pendant les phases de révision, il y a des Gabonais lorsqu'ils viennent de consulter ces listes-là ne retrouvent pas le nom, alors que les noms existent bel et bien sur la liste électorale. C'est pas mauvais pour nous de recueillir leurs réclamations. Et puis nous faisons des vérifications anticentrales. Et puis quand on existe, comme c'est le cas, qu'ils existent bel et bien sur l'électeur, on leur donne des précisions sur le lieu où ils doivent voter. C'est le cas de ce soir. Donc c'est pourquoi vous constatez, il y a plusieurs cas, on va peut-être s'arrêter là, parce qu'il faut bien qu'ils continuent à travailler. Naturellement. Voilà. Écoutez, dans cette et rappeler peut-être tout simplement qu'à l'issue de cette opération, nous allons confectionner une nouvelle liste électorale qui aura pris en compte l'ensemble de toutes ces réclamations qui sont en cours de traitement. Et puis bon voilà, on va inviter à nouveau les Gabonais à aller faire une dernière consultation avant de l'édition de la liste électorale définitive qui va servir au scrutin du 12 avril. On va l'appeler la clean list en fait. Elle sera clean. Sans défaut, sans difficulté. Elle sera clean. Écoute Arnaud Manza, vous savez l'œuvre de pédagogie tous les soirs, c'est inédit. Plusieurs Gabonais n'ont jamais eu l'occasion de voir cette salle vraiment exceptionnelle. Hein. C'est l'occasion pour nous et nos amis téléspectateurs de se rendre compte que le ministère de l'Intérieur travaille d'arrache-pied. On peut voir tous ces cartons nommés. Vous pouvez justement montrer ces cartons qui démontrent les milliers de dossiers qui sont traités ici au quotidien dans cette salle. C'est la preuve manifeste qu'au ministère de l'Intérieur, tout est fin prêt, tout va dans le sens de la transparence. Tout à fait. Et cela s'est matérialisé justement par cette présence dans cette salle. Cette présence et l'exclusivité, comme vous l'avez dit justement, c'est une preuve de transparence pour rassurer les Gabonais qu'effectivement nous sommes à pied d'œuvre. D'accord. Merci, on a été donc ravis de vous servir ce soir. On reviendra demain avec d'autres informations. C'est nous qui vous remercions de pouvoir nous aider à relayer justement les informations afin de rassurer les citoyens que le ministère de l'Intérieur est bien à pied d'œuvre pour faire en sorte que nous ayons une liste électorale fiable pour une organisation du scrutin sûre et crédible. Merci beaucoup au directeur général adjoint. C'est nous, c'est le ministère de l'Intérieur qui vous remercie. Dans cette salle ici, on se retrouvera donc demain. Merci chez vous et bonsoir pourquoi pas et on se retrouvera demain. Au revoir. Merci Dave, merci à Arnaud Mengue et merci à votre interlocuteur. On se donne rendez-vous demain. Et dans le but de peaufiner, j'y arrive, sa stratégie pour la présidentielle du 12 avril prochain, le PG 41 a effectué sa rentrée politique où la plateforme a présenté son nouveau bureau et appelé à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Rita Bogondong, Alexandre Kogi. Les hommes et femmes du PG 41 en ébullition. Cette ambiance des grands jours marque la rentrée politique de cette plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques issus de l'opposition. Occasion pour la vice-présidente de rappeler les raisons de la création du PG 41 en 2018. Mais de la volonté des partis politiques de l'opposition de réformer le fonctionnement de l'espace public et du champ politique confisqué par le PDG et ses alliés. Entre 2020 et 2023, la PG 41 mena diverses batailles politiques, allant toujours dans le sens de la moralisation de la vie publique et de la refondation de l'État. Au regard des chantiers entamés par le CTRI et conscient que le Gabon est en marche vers sa félicité, le PG 41 s'engage à œuvrer aux côtés de ceux qui luttent pour le bien-être des Gabonais, d'où cet appel à candidature. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, l'un des enjeux majeurs sera de proposer aux Gabonais un projet de société ambitieux, capable de réparer les fractures de notre tissu social et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour chacun. Notre modèle républicain doit être un moteur d'égalité des chances, où ceux qui se trouvent en bas de l'échelle sociale peuvent, par leurs engagements et leur persévérance, accéder à une vie meilleure. La réussite ne doit pas être, ou ne doit plus être,
un privilège réservé à une minorité, mais une opportunité offerte à chaque Gabonais. C'est dans cette dynamique que la PG 41 inscrit son action collective en veillant à ce que les réformes engagées ne soient pas de simples ajustements techniques, mais de véritables leviers de transformation sociale, porteurs d'espoir et de progrès pour tous. Aujourd'hui, notre pays traverse une phase de transformation majeure. Nous vivons une période marquée par une transition historique. Notre plateforme, composée de partis et de personnalités politiques, s'engage aux côtés du président de la transition. Nous avons commencé une œuvre. Nous estimons qu'il faut la poursuivre. Appel à la candidature de général Brice Clotaire Oligui Nguema pour les prochaines élections présidentielles et qu'ensemble nous puissions gagner. La présentation du nouveau bureau et la prestation des artistes ont mis un terme à cette rencontre. Conférence de presse animée par les femmes membres du mouvement associatif Osiman. Elles appellent à la candidature de leur président d'honneur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Ginette Mougoula, Massala Alpha Boneng. Elles se sont retrouvées ce dimanche 23 février à Libreville. Elles, ce sont les femmes d'Osiman qui marquent ici leur soutien indéfectible à leur président d'honneur, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et lui demandent de se porter candidat à l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Tout au long de cette période de transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a hissé la femme gabonaise au centre de sa politique sociale et économique. Elle est aujourd'hui bien représentée aux plus hautes fonctions de l'État. Elle est aujourd'hui entreprenante et peut s'affirmer dans des secteurs qui jusqu'ici étaient réservés principalement aux hommes, à l'instar de Taxi Gab, pour ne citer que cet exemple. Nous le voyons bien, la parité des sexes devient une réalité indéniable et non plus un slogan. Pour ces femmes, le président de la transition devrait parachever les chantiers déjà entamés dans tout le pays, d'où cet appel à candidature. Eu égard à ce qui précède, nous, femmes d'Osiman, convaincues par la brillante gestion de notre pays depuis l'ère de la transition et satisfaites par les différentes actions posées en faveur de la promotion de la femme gabonaise, par extension en faveur de la famille gabonaise. Appelons le président de la transition, président de la République, son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Pour rappel, l'association Osiman contribue activement à la consolidation de la cohésion nationale et à l'essor des développements inclusifs et durables du pays. C'est par une ambiance chaleureuse que la rencontre a pris fin. Voilà, de son côté, le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement poursuit ses activités sur le terrain avec l'installation des cellules des quartiers Mindoubé, Pavé, Iaï et Mélène, ce après les étapes, sinon l'étape d'Ozangué. Voyons cela avec Pélagie Mboui-Ovono, Gérard Magnagna. Le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement que dirige Arsène-Édouard Nkogé s'agrandit de jour en jour. Les cellules de base des quartiers Mindoubé Pavé, d'Iaï et des Mélènes ont été installées. Cette mobilisation des jeunes témoigne de leur engagement à défendre et à soutenir le président de la transition. Aujourd'hui, nous continuons avec Mindoubé Pavé, où nous avons installé 5 cellules de Mindoubé, 2 IAI et une cellule de Mélène. Le MPP5 a fait un choix pour l'avenir de ce pays, l'avenir de notre arrondissement passe par Brice Clotaire Oligui Nguema. Oligui, président, pour qu'il continue les œuvres qu'il a commencées ici au 5e arrondissement. Le MPP5 a à ce jour 13 cellules et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Une dynamique qui confirme le choix de ces jeunes du 5e arrondissement. De la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans 18 jours, c'est la date de dépôt de candidature auprès de l'autorité de tutelle. Dans 25 jours, s'ouvre la campagne présidentielle. Dans 39 jours, il y aura le vote pour l'élection présidentielle. Nous, jeunes des quartiers Mindoubé Iyaï et Mélène réunis au sein du Mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement, MPP5, nous vous invitons respectueusement à vous porter candidat à l'élection présidentielle. Nous voulons continuer avec vous, seulement avec vous, car vous êtes le seul à pouvoir développer notre pays. Le Mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement est donc déterminé à soutenir le président de la transition jusqu'au bout pour voir les projets déjà engagés aller à terme. Autre installation des cellules de base, cette fois avec l'Union nationale dans la commune de Ntoum. Installation faite par son secrétaire exécutif adjoint. Les détails dans cet élément de Fabiola Mingue et Branly Timba. Ces 10 coordinations de base de l'Union nationale qui ont été installées dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Première étape à Contan, les militants se sont mobilisés et la deuxième étape au quartier Alarmitan. L'événement a été présidé par le secrétaire exécutif adjoint Serge Nzeng Ango qui invite la population de Ntoum à se mobiliser derrière le CTRI et le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette nouvelle essence et dans cette nouvelle république, il y aura un nouveau président. Et un nouveau président qui sera accompagné des personnes qui ont milité pour le changement. Et il y aura aussi plusieurs autres élections qui vont suivre. Nous venons vous dire de vous mobiliser massivement autour du président de la transition. Ces installations visent à renforcer l'implantation du parti dans les coins et recoins de la commune de Ntoum, a rappelé Serge Nzengango au nouveau promu. Féliciter le bureau de la coordination qui a été installé et vous dire que le rôle des coordinations, c'est d'installer les cellules. Le rôle des coordinations de quartier, c'est d'installer les cellules. Les cellules sont composées d'au moins 12 militants. Nous vous invitons massivement, à partir de maintenant, à faire des adhésions dans vos maisons, dans vos familles, pour le compte de l'Union nationale. Parce que l'Union nationale, c'est le parti du peuple pour le peuple. L'Union nationale, c'est le seul parti politique où ce sont les militants qui choisissent leurs dirigeants. L'heure du changement a... Une cérémonie d'installation qui s'est terminée par une note festive dont le rendez-vous a été donné pour une journée citoyenne dans les tout prochains jours. On reste avec les responsables de ce parti politique, l'Union nationale, qui poursuivent l'opération de renouvellement des organes de base. Direction le village Ayem Maritime pour l'installation d'autres coordinations, cette fois avec Gaël Mbimba Okoko et Varenne Ken Abaga. Après la commune de Kango, les villages Massika 1, 2 et Zamaligé, les missionnaires de l'Union nationale, encore dans le département du Komo-Manda, posent leurs valises au village Ayemé Maritime pour l'installation de la coordination départementale. Avec la joie que j'ai, c'est de faire le travail de fond en comble et avec l'équipe départementale que l'équipe cantonale. Le Komo-Manda, bastion de l'Union nationale depuis sa création en 2010, pour Serge Nzeng Ango, secrétaire exécutif adjoint en charge de la jeunesse, et Guy Laurent Abobekale, l'UN, joue à domicile. Le département du Komo-Manda de façon générale et l'Union nationale ont une histoire singulière. Et c'est pour ça que, oui, la responsabilité qui est celle du coordonnateur départemental, du coordonnateur cantonal et des autres membres de l'Union nationale qui sont en responsabilité ici, elle est importante parce qu'ils ont à rehausser la mémoire de notre regretté Premier ministre Casimiro Yemba. La mobilisation autour du CTRI est, comme partout ailleurs, le message porté aux militants et sympathisants de l'Union nationale ici. Nous venons vous dire de ne plus vous disperser. Nous allons prendre le bâton de pèlerin. Nous allons, n'est-ce pas, accompagner le CTRI
parce que l'Union nationale a décidé d'accompagner le CTRI, parce que le CTRI a libéré notre pays, le Gabon, ici à Ayemé Maritime, de vous mobiliser massivement autour de la présidente Paulette Missambo et autour du président de la transition. Prochaine étape, la commune de Libreville et le département du Como-Océan. Et sachez que l'Union pour la République vient d'enregistrer un départ. Il s'agit de Cédric Ménom. Il l'a annoncé officiellement après 2 années de militantisme actif. Les raisons de cette décision avec Fabiola Mengue et Aristide Umbomo. Après plusieurs années de militantisme actif, il justifie cette décision par les divergences de vision. Bien que discret sur les raisons précises de son départ, l'homme politique affirme quitter le parti libre et sans contrainte. Après des mois d'efforts, d'engagement et de sacrifices partagés au sein de l'Union pour la République, UPR, j'ai pris la décision de quitter officiellement ce parti. Cette date, pour moi, marquera le jour d'une rupture, celui où j'ai choisi de prendre mes distances avec un projet dans lequel je ne me reconnais plus pleinement. Je mesure l'importance de cette annonce et la portée de cette décision. Je pars sans regret, libre et en paix avec ma conscience. Ces 2 années de militantisme m'ont beaucoup appris et je les considère comme une étape précieuse dans mon parcours politique et personnel. Reste à savoir quelle direction il prendra et quel rôle il jouera dans le paysage politique. Il dit rester un fervent soutien de la transition gabonaise, à la tête de laquelle le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Faisons à présent escale dans le septentrion, le Wellington. On est précisément dans le département du Wole, au village Ngou. Là-bas, la victoire du référendum a été célébrée. Occasion pour le 3e vice-président du Sénat, Marc Onaï-Sangui, de faire un point sur les travaux parlementaires. Compte rendu, Candy Mekui, Jonathan Mesui. Sous l'ombre apaisant des grands arbres, les habitants du village Ngou se sont retrouvés autour d'un repas traditionnel. Marc Onaï-Sangui a voulu par ce geste remercier les populations pour leur mobilisation lors du référendum et célébrer la victoire du oui. Il était question de remercier toutes ces populations qui se sont manifestées pour le oui que nous avons prôné pour le référendum. Je pense que nous sommes les Africains. Quand vous avez été bien accueillis dans un village, il faut absolument vous remercier. Au-delà du festin, les échanges ont porté sur les projets de développement en cours, notamment le projet Kionfouban qui continue de transformer le village pour le plus grand bonheur des habitants. Il fallait prendre chaque village, on maintient les enfants au lieu de faire des trucs comme ils font là, avec un papa, comme à faire un plan de trois personnes qui doivent s'éduquer dans le village. Peut-être un même bon. On m'a pas dit ma propre année, c'est un goût. Na ese wa bo fele ate. Sino do su ya kala nje si a tele bi an sana angazu bi akoro. Akoro bi sibi mbambarete be bi ambarete tele bi ankoro chinu. Mais la journée ne s'est pas arrêtée là. Marc Onaï-Sangui avait réservé une surprise pour les plus jeunes. La remise des cadeaux de Noël, bien que retardée, la promesse a été tenue pour le plus grand bonheur des enfants. Entre gratitude et moments de joie, Ngou a célébré bien plus qu'une victoire électorale, l'importance du vivre ensemble et de la solidarité. Une journée qui restera gravée dans les mémoires. On vous propose à présent cette rubrique Agenda. On revient sur les grandes dates du grand rendez-vous du 12 avril prochain. C'est avec Claude Sage Boussougou Matumba. Le Gabon entre dans la dernière ligne droite en vue de l'élection présidentielle de 2025. Le ministère de l'Intérieur a rendu public le calendrier électoral. Voici les grandes étapes à retenir. Première étape, retrait du formulaire et choix de la langue vernaculaire. À partir du 27 février 2025, les candidats pourront retirer leur formulaire de candidature et choisir la langue vernaculaire dans laquelle ils souhaitent s'exprimer.
Cette démarche se fera à la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum au ministère de l'Intérieur, de 8h à 18h. Ce choix linguistique répond à une volonté d'inclusion et de valorisation des langues locales dans le processus démocratique. Deuxième étape. Dépôt des candidatures. Le compte à rebours est lancé. Les candidats devront déposer leur formulaire dûment complété accompagné de leur dossier de candidature au plus tard le 8 mars 2025. Le dépôt se fera au même endroit entre 8h et 18h. Cette étape est cruciale car tout retard entraînera une invalidation automatique. Troisième étape. Examens médicaux obligatoires. Conformément aux exigences constitutionnelles, chaque candidat devra passer des examens médicaux entre le 27 février et le 8 mars 2025. Ces tests, supervisés par la commission du collège médical, permettront de s'assurer que les prétendants à la magistrature suprême sont en bonne santé physique et mentale. Quatrième étape. Test d'aptitude linguistique. Entre le 3 et le 8 mars 2025, les candidats seront soumis à des tests linguistiques. Cette évaluation, menée par la Commission d'évaluation de l'aptitude linguistique, vise à garantir que chaque candidat maîtrise la langue officielle et la langue vernaculaire choisie. 5. Campagne électorale. 14 jours pour convaincre. La campagne électorale s'ouvrira officiellement le 29 mars 2025 à minuit et prendra fin le 11 avril 2025 à minuit. Cette période sera marquée par des meetings, des débats et des échanges directs avec les électeurs. Le pays s'apprête ainsi à vivre une présidentielle inédite dans un contexte de réforme institutionnelle et de renforcement des mécanismes démocratiques. Voilà, autre rubrique à découvrir ce soir, vue et entendu. De quoi il est exactement question à l'intérieur? Retrouvons encore Claude Sage Boussougou Matumba. Et le nom, ceux qui ont mis les noms, c'est pas mis ton nom. Non, ça n'a rien à voir, ceux qui étaient assistants, ceux qui viennent assister au meeting. Là, on m'arrête la lumière. Voilà, vu et entendu en son et en image. On arrive au mot des élections. On parle ce soir de compte prévisionnel de campagne. De quoi il est exactement question? Retour sur cette expression ce soir, c'est avec Elisabeth Guignanga. Le compte prévisionnel de campagne est un document comptable dans lequel tout candidat ou liste de candidats retranscrit de manière fidèle et sincère toutes les ressources et dépenses. Le compte prévisionnel de campagne est une innovation au Gabon. Il fait partie des avancées contenues dans la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, qui exige à tout candidat de disposer d'un compte de campagne qui devra être certifié par la Cour des comptes afin de renforcer la transparence. Qui peut financer une campagne électorale? Selon l'article 104 du nouveau Code électoral, les candidats aux élections politiques peuvent bénéficier d'un financement pour leur campagne, uniquement dans les conditions prévues par la loi. L'article 105 précise quant à lui que seules les personnes physiques de nationalité gabonaise peuvent contribuer aux campagnes par des dons ou des legs. L'article 106 interdit à toute entreprise, association, à l'exception des partis et groupements politiques, de financer un candidat. L'article 107 dispose qu'aucun candidat ne peut recevoir d'aide financière ou matérielle d'un État étranger ou d'une entreprise étrangère. Les dépenses de campagne sont strictement plafonnées au Gabon, afin d'éviter les inégalités entre candidats et garantir une compétition électorale équitable et transparente pour des élections démocratiques. Ainsi, pour les élections présidentielles qui pointent à l'horizon,
Les dépenses sont chiffrées à 10 milliards de francs CFA pour le premier tour et 5 milliards pour le second tour non remboursables aux candidats, contrairement à la caution de 30 millions qui est remboursable au prorata du pourcentage réalisé par le candidat. Tout candidat a l'obligation de désigner un mandataire en charge. Le compte prévisionnel de campagne doit être déposé à la Cour des comptes au plus tard 14 jours avant le scrutin, mais pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, l'article 377 du Code électoral exempte la présentation de ce compte pour ce scrutin. Toutefois, un compte d'exécution sera disponible et les candidats devront justifier toutes les dépenses engagées lors de la campagne. Merci à Elisabeth Guy-Nyanga. Amnésie politique à Gabao, je vous l'ai dit, c'est le billet ce soir. Et effectivement, à Gabao, la situation politique soulève des points importants concernant la gestion des dirigeants de l'ancien régime et la mémoire collective du peuple. On constate une incohérence au niveau des déclarations et une volonté d'exemption de reproches. Le billet du jour, je vous l'ai dit, se penche sur ce fait et c'est avec Eric Nzengi Badinga, Mwanjok et Rodolphe Eyelevé. À Gabao, il est de coutume pour les anciens grands vizirs de se laver les mains, rappelant l'attitude de Ponce Pilate qui s'efforçait de se dégager de ses responsabilités. Cette action symbolise un désir d'innocence ou de purification après des actes négatifs ou malheureux. L'allusion à Ponce Pilate qui s'est lavé les mains pour symboliser son refus de prendre la responsabilité de la condamnation de Jésus souligne le comportement de leaders qui tentent d'échapper à leur propre faute. Oui, ils ont lavé les mains comme un signe, une volonté de voir le peuple se faire mater après le vol de sa victoire dans les urnes. Certains vont même jusqu'à nier leur rôle passé. C'est une évasion des responsabilités. En se lavant les mains, ils cherchent à s'exonérer des critiques liées à leur gestion. Cela signifie qu'ils se dégagent complètement des conséquences de leurs actions. Ils enlèvent le corps, comme le stipule l'expression consacrée à Gabao. L'expression « enlever le corps » semble illustrer une manière de nier ou d'éluder les conséquences de leurs actions, insinuant que ces leaders ne sont pas prêts à assumer leurs fautes. Non seulement ils ont enlevé le corps, mais ils ont lavé le corps dans le fleuve Léthé. Dans la mythologie grecque, le Léthé est appelé le fleuve de l'oubli. Ces eaux ont le pouvoir d'effacer la mémoire de n'importe qui, qu'il soit mortel ou immortel. Associé à un lavage de cerveau, il est utilisé pour exprimer l'idée que certains ex-dirigeants choisissent d'oublier leurs erreurs. Mais le peuple a la mémoire de l'éléphant. Il a une résistance à l'oubli, une capacité à se souvenir des actes répréhensibles de ces anciens dirigeants, contrastant avec les tentatives de ces derniers à masquer leurs échecs. Ils sont dans l'œil du cyclone du peuple et ils ont le mauvais œil. Le peuple de Gabao semble prêt à sanctionner ceux qui ont failli à leur mission sous la bannière de l'émergence. Ils seront renvoyés dans l'oubli. L'intégrité et la responsabilité en politique sont cruciales. La mémoire collective du peuple est un outil puissant qui peut jouer un rôle majeur dans l'établissement d'un avenir meilleur. Le peuple de Gabao est en attente d'une véritable émergence. La notion de lavage des mains et de lavage du corps symbolise non seulement une abdication des responsabilités, mais aussi une volonté de s'absoudre de l'impact de leurs actions sur le destin du pays. Il est du devoir du peuple de leur infliger un carton rouge afin de les envoyer dans les vestiaires de la politique. Et nous le savons tous, tous les regards aujourd'hui convergent désormais vers la présidentielle 2025 et dès cette semaine, le sillon du couloir temporel des jours J, le compte à rebours est déclenché. D'ici au 12 avril, les choses se dessinent au travers des différents jours J. C'est l'édito ce soir avec Martial Tchibinda. Mais sachez qu'après cette édition, vous pourrez suivre votre rubrique Éco-Finance. Aujourd'hui, Ivana Mengue nous édifie sur la promesse d'un gain facile où derrière se cachent souvent des intérêts mirobolants. Quant à moi, je vous dis à demain. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Maintenant que les mauvais esprits ont été boutés hors de la conscience collective et que la maturité des Gabonais l'a emporté sur le fanatisme et les manipulations de tous ordres susceptibles d'engendrer
une fracture sociale sans précédent, l'on peut désormais se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'issue de la transition attendue tant sur le plan national qu'international. De fait, tous les Gabonais, quelle que soit leur appartenance géographique, politique, sociologique, culturelle, religieuse et même économique, ont tous désormais le regard rivé vers l'horizon immédiat, à savoir la présidentielle du 12 avril 2025. Nous sommes à jour J, moins 47. À 47 jours donc de l'invite au collège électoral à choisir le futur homme fort ou femme forte du pays, se dessine un chemin, un sillon, une trajectoire qui petit à petit, plutôt bon an que mal an, se dévoile dès cette fin de mois de février pour connaître son apogée le 12 avril prochain. On parle du couloir temporel des jours J, car plusieurs jours J se dégagent naturellement pour que l'élection à venir amène avec elle un doux parfum de transparence et d'apaisement. C'est du moins le souhait du plus grand nombre. Nous sommes, par exemple, ce 24 février, selon nos investigations, à J-0 ou à J- quelques heures de connaître les 9 membres de l'ACER, l'autorité de contrôle des élections et du référendum. C'est l'organe régulateur, l'organe contrôle chargé de veiller au strict respect du code électoral tout au long du processus organisationnel. Les 9 sont issus d'un appel à candidature qui aura enregistré pas moins de 256 dossiers, parmi lesquels une cinquantaine de femmes. Une première dans l'histoire des élections au Gabon qui dénote une certaine volonté de faire un pas significatif vers la culture démocratique jadis tant décriée. Autorité indépendante, sans attache et d'une durée de vie de 4 mois, l'ACER et ses 9 gendarmes, entre guillemets, sont d'ores et déjà attendus au pied du mur de la neutralité positive recherchée depuis Kalakala, comme on dit chez nous. Après tout, c'est tout de même l'argent du contribuable qui donnera le carburant et la force nécessaires aux 9 pour accomplir cette noble tâche de contrôle. Toujours dans le couloir des jours J, nous sommes à J-4 du début de l'opération de retrait du formulaire et choix de la langue vernaculaire à compter du 27 de ce mois de février. Formulaire à retirer du côté du ministère de l'Intérieur, principal organisateur du scrutin, à travers notamment la CNOCER, Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum. C'est l'administration qui y est représentée à travers les techniciens des ministères directement concernés par cette élection. Donc, le ministère de l'Intérieur qui chapeaute le tout, le ministère du Budget pour les questions de trésorerie, celui de la Défense pour le maintien de l'ordre et ceux de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères pour les établissements et représentations diplomatiques qui vont accueillir le collège électoral le jour J. Et à ce propos, justement, le compte à rebours a bel et bien été lancé. Nous sommes à J- de la mise en place par la CNOCER des commissions électorales et consulaires. Embrigadés dans ce même couloir, nous sommes à J-12 de la fin du dépôt du formulaire et dossier de candidature, puisque les postulants au fauteuil présidentiel ont jusqu'au 8 mars 2025, au plus tard, pour faire valoir et dévoiler au grand jour leurs ambitions. Nous sommes donc à J-12 de la fin du suspense insoutenable entretenu depuis lors par des sorties au goût d'inachevé d'un côté et de l'autre des appels à candidature qui ne se comptent plus mais sur lesquels on compte pour une place ou pour un maintien. Nul doute que les plus en vue feront durer le suspense jusqu'à la dernière minute alors qu'on saura enfin la crédibilité ou pas de ceux-là qui semblent sortis de nulle part et qui, via les réseaux sociaux, ont déjà annoncé leur candidature. Quoi qu'il en soit, ce que femme veut, Dieu veut, on saura tout le 8 mars, jour de la célébration, comme par hasard, de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes à J-12 également de la date butoir des examens médicaux. Et oui, un préalable pour candidater à la magistrature suprême. Un chef d'État doit être apte pour présider aux destinées de toute une nation. Ici est principalement interpellé le corps médical, notamment ceux désignés pour cette noble mission régalienne
mais qui, sous l'influence d'on ne sait quel joug, ont bafoué leur serment à bien des égards, en validant de facto le titre de l'œuvre de Dr Pierre Rentschnig, intitulée « Ces malades qui nous gouvernent ». Non, si la condition, selon la loi, impose une santé correcte, la loi, c'est la loi. Tout comme la loi impose désormais de maîtriser au moins une langue du terroir. Et nous sommes à jour J-12 de la fin des tests d'aptitude linguistique auprès de la commission d'évaluation de l'aptitude linguistique siégeant de 8h à 18h depuis le 3 février dernier. Une idée qui peut sembler incongrue, mais dont le germe trouve son origine dans un passé proche, suffisamment proche pour que des séquelles demeurent au point de mettre en place des anticorps capables de tenir en respect les éventuelles récidives d'une certaine légion étrangère, sans xénophobie aucune bien sûr. Ainsi résumé et articulé le couloir temporel des jours J. Entre retrait des formulaires, dépôt des dossiers de candidature, examens médicaux, les tests d'aptitude linguistique et la mise en place des commissions électorales et consulaires, bientôt la fin du suspense. En ce sens que l'on saura qui est qui, aussi bien sur le plan organisationnel que sur celui des différents acteurs. Et tout cela pour le jour J des jours J, le J-47, le 12 avril 2025. Et ce jour-là, c'est confirmé, ce ne sera pas un poisson d'avril. Bonsoir chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bolo chez vous, l'émission Ecofinance, votre émission. Nous sommes encore là ce soir pour parler d'argent, pour parler de finances personnelles. Nous sommes très heureux, vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous solliciter. C'est une très bonne chose parce que nous constatons en tout cas que l'émission apporte beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances et une prise de conscience de plusieurs à prendre des bonnes résolutions. Nous sommes en 2025, l'année des résolutions, nous sommes en début d'année. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions. La résolution, c'est de regarder Ecofinance. Nous allons voir ce soir le cas de Madame Mado Mekui. À tout à l'heure. Rebonsoir, le cas de Madame Mado Mekui. Madame Mado Mekui, c'est une maman, une ancienne institutrice qui est à la retraite. Elle a mis de l'argent de côté, elle a fait ce qu'il fallait. Elle est bonne gestionnaire, elle ne dépense pas pour rien. Elle a été tout au long de sa vie à mettre de côté, à regarder ses finances et elle voulait repartir avec un petit capital pour faire face aux aléas. Un jour, son amie de la tontine, l'association arrive et lui dit « Mado, tu n'es pas au courant ? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Il y a une entreprise qui offre un intérêt, tu n'as pas idée. Si tu mets 1 million, au bout de 2 mois, tu vas en avoir 1 300 000. Il donne 150 000 par mois d'intérêt. Mado, je sais que tu as un peu d'argent de côté, tu es ma sœur. Je ne peux pas garder une telle nouvelle sans te partager cela. Et Mado est contente et se dit que waouh, ma sœur même, elle a trouvé un tel filon, une telle opportunité me partage. Mais Mado a quand même peur. Mado se dit, ah, je suis une maman, je ne comprends pas les investissements, les épargnes. Mais les 1 300 000 au bout de 6 mois, vraiment c'est intéressant. Il faudrait que je puisse partir. Et Mado, maman Mado, comme elle est appelée au quartier, va partir investir son argent dans cette entreprise. Elle va mettre 1 million effectivement. Et au bout de quelques temps, elle se retrouve avec les 1,3 million. Et elle se dit, mais effectivement, c'est réel. Il donne cet argent. Et elle part avec 2 millions, 3 millions, 5 millions, 6 millions. Et en quelques mois, en 2 mois seulement, maman Mado met les 6 millions. Elle commence à percevoir les intérêts. Au bout de 6 mois, elle a retrouvé quasiment plus d'1 million d'intérêts. Elle s'est dit non, je ne peux pas garder une telle opportunité sans aller informer ma fille. Ma fille doit être au courant. Ma fille, et elle va en informer sa fille. Sa fille qui est maman tontine va dire que ma maman, qu'est-ce que tu me donnes comme information? C'est une bonne idée, je peux prendre un peu de la tontine de temps en temps et aller investir, récupérer les intérêts et revenir remettre dans la tontine. C'est une très bonne chose, lui dit sa mère. Je te garantis, il y a les intérêts, j'ai récupéré les intérêts, le capital est resté. Sa fille va prendre tous les fonds de la tontine.
Elle veut investir gros et vite afin qu'elle puisse remplacer l'argent de la tontine. Elle va mettre 5 millions. Les deux sont maintenant investis. Le premier mois, sa fille récupère les intérêts. Elle rembourse la tontine, ça marche. Personne ne se rend compte. Le deuxième mois, elle prend le capital de la tontine, les intérêts, ça marche. Mais au bout du troisième mois, Maman Mado et sa fille partent récupérer les intérêts. Et finalement, l'entreprise est fermée. On leur dit que c'était une arnaque. Maman Mado et sa fille pleurent, surtout sa fille, parce que c'était l'argent de la tontine. Elle n'a pas eu le temps de récupérer ni le capital, ni les intérêts pour réinvestir. Sa fille est désorientée. Au bout de 2 semaines, tous les membres de la tontine veulent tuer la fille de Maman Mado. Et elle est en larmes. Et elle se pose la question, mon docteur, qu'est-ce que j'aurais dû faire? N'est-ce pas intéressant d'investir? Vous nous dites d'investir. Quelle est mon erreur? Et nous disons ce soir à Maman Mado et sa fille, vous avez fait la première erreur. On n'investit pas dans une entreprise qui n'est pas là depuis longtemps, que l'on ne connaît pas l'historique. On n'investit pas dans un endroit qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas la connaissance. On n'investit pas dans une entreprise à cause d'un intérêt qui est très supérieur. C'est souvent une alerte pour vous pour dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous voulons dire qu'il y a beaucoup de situations dans des familles où les personnes se sont retrouvées dans des difficultés parce qu'ils ont investi dans des entreprises qui n'avaient même pas d'historique, dans des entreprises qui ont disparu et se sont retrouvées dans des difficultés. Nous, à Ecofinance, nous vous partageons ce soir. Lorsque l'on veut investir, lorsque l'on veut épargner, il faut se renseigner. Il faut aller vers des conseillers en gestion de patrimoine, vers des conseillers financiers, auprès de vos banques. Vous renseigner de ce qui doit être. On n'exclut pas le risque zéro de l'arnaque, mais vous pourrez vous protéger au maximum. Nous voulons dire à Maman Mado et sa fille, qui vous pouvez vous reconnaître au travers de ces personnages, de pouvoir prendre le temps avant d'investir et de pouvoir investir dans des institutions que l'on connaît depuis des années et de ne pas aller dans tout ce que l'on propose au quartier. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de vols et nous voulons dire stop auprès de nos populations de ce type de drame de famille. Maman Mado et sa fille, malheureusement, devront assumer les responsabilités de ces dettes, mais nous voulons que demain, vous ne soyez pas Maman Mado, demain, vous ne soyez pas sa fille. Ne soyez pas attirés par tout ce qui vient. Prenez le temps, renseignez-vous, voyez des conseillers, des experts et vous éviterez des drames de famille. Vaut mieux gagner peu, étant sûr, que de gagner beaucoup et tout perdre. Ecofinance, nous sommes heureux de vous partager cette histoire aujourd'hui et de pouvoir sensibiliser plusieurs d'entre vous. À très bientôt. Excellente soirée.